Ce masque a-t-il été créé pour penser à Amon ou pour quelqu'un d'autre? Les objets sont-ils dévoilés, non seulement parce qu'ils sont examinés en détail, mais aussi parce que de nouvelles technologies peuvent leur être appliquées. Depuis plus de 300 ans, le masque d'or du roi Toutankhamon contemple le monde parfait, silencieux et inaccessible. Des millions de personnes l'ont vu, des milliers de personnes l'ont étudié, et jusqu'à présent, on pensait que tous ces secrets étaient connus. Or, dans une avancée digne de la science-fiction, des chercheurs ont récemment appliqué l'imagerie quantique à l'un des artefacts les plus célèbres jamais créés. Ni rayon X, ni scanner classique, une technique bien plus précise. On pouvait voir sous l'or sans en retirer un seul fragment. Ce qui apparut n'était ni dommage, ni dégradation. C'était une structure des motifs. De subtiles anomalies que personne ne s'attendait à trouver à l'intérieur d'un masque céleste que l'on croyait purement cérémoniel. Avant de vous dévoiler ce qui a contraint les historiens à tout reconsidérer, prenez un instant pour aimer et vous abonner. Car des découvertes comme celle-ci réécrivent de l'histoire en temps réel. Car ce que l'imagerie quantique a révélé ne change pas seulement notre perception du masque, mais aussi notre vision du roi Toutankhamon lui-même. Quelque chose clochait. Lorsque Howard Carter découvrit le tombeau de Toutankhamon en 1922, le monde entier fut en émoi. À l'intérieur se trouvèrent des trésors inimaginables, des chars d'or, des bijoux somptueux, de magnifiques statues, et un mobilier digne d'un roi. Mais la pièce maîtresse se trouvait dans le dernier sarcophage, le masque funéraire en or, un objet absolument incroyable. Haut d'environ 53 cm et pesant plus de 10 kg, il est plus lourd qu'une boule de bowling, à ceci près qu'il est entièrement en or massif. Il est orné de superbes pierres bleues appelées lapis lazuli et de turquoises éclatantes qui captent de la lumière comme l'eau. Pour les anciens Égyptiens, il ne s'agissait pas d'un simple ornement. C'était une affaire très sérieuse. Ils croyaient que l'or était littéralement la chair de leur dieu. Le masque n'avait qu'une seule fonction, protéger la momie et aider l'âme du pharaon à retrouver son corps dans l'au-delà. Sans lui, son esprit risquait d'errer éternellement perdu et désorienté. Au dos, ils avaient même gravé des formules magiques tirées de leurs textes sacrés pour assurer sa protection. Pendant des années, tous contemplèrent ce masque et y virent la perfection. L'exemple ultime de ce dont l'Égypte antique était capable. Mais voilà le hic dès le départ. Certains experts ont remarqué des anomalies inexplicables. Et le plus étrange, c'est que tous les indices étaient sous nos yeux. Prenons par exemple le problème de la chronologie. Le roi Toutankhamon est mort subitement à l'âge d'environ 19 ans. La plupart des experts pensent qu'il s'est gravement cassé la jambe. Elle s'est infectée, et c'est tout. Or, selon les règles religieuses égyptiennes, il disposait de 70 jours précis pour tout préparer pour l'enterrement. Imaginez un peu en 70 jours. Il leur fallait creuser un tombeau, en peindre les murs, fabriquer 3 somptueux sarcophages, rassembler des milliers de trésors et créer cet immense masque en or. Cela paraît presque impossible, n'est-ce pas? Quant au tombeau lui-même, il fut réalisé à la hâte. Il était minuscule, bien plus petit que ceux des autres pharaons. Certaines peintures murales semblaient inachevées, comme si l'artiste avait tout laissé tomber et s'était enfui. Même l'immense coffre de pierre contenant les sarcophages présentait des éclats et des fissures aux angles, comme si les ouvriers avaient dû le forcer à passer la porte, car il ne rentrait pas. Les chercheurs ont donc commencé à examiner de plus près tous les objets enterrés avec Toutankhamon. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Beaucoup d'objets ne semblaient pas du tout lui être destinés. Ils ont trouvé des statues qui ressemblaient à différentes personnes. Ils ont trouvé des bijoux qui semblaient conçus pour une femme. Puis, ils ont examiné de plus près le masque lui-même. Le plus gros problème, ce sont les oreilles. Le masque a les oreilles percées avec des trous pour les boucles d'oreilles. Dans l'Égypte antique, seuls les enfants et les femmes portaient des boucles d'oreilles. On n'aurait jamais représenté un pharaon adulte avec les oreilles percées sur son masque funéraire.
C'était une violation flagrante des règles. Certains experts ont également souligné que le visage paraissait délicat et féminin. Même la couleur dorée semblait légèrement différente. Le visage avait un teint plus chaud et plus rouge que la coiffe qui l'entourait. Dès lors, une question pour le moins surprenante a commencé à se poser. Et si ce masque n'avait pas été réalisé pour Toutankhamon? Et si les prêtres, paniqués par ce délai de 70 jours, avaient pris un masque déjà confectionné pour quelqu'un d'autre, l'avaient modifié à la hâte et l'avaient collé sur le visage de la mère de Toutankhamon, ce qui soulevait une question évidente. Si ce n'était pas le masque de Toutankhamon, à qui appartenait-il? Tous les regards se tournèrent alors vers l'une des femmes les plus mystérieuses de l'histoire, la reine Néfertiti. Elécète était la belle-mère de Toutankhamon et l'une des personnes les plus influentes d'Égypte. Mais après la mort de son mari, elle a tout simplement disparu de toutes les sources, complètement effacée de la mémoire collective. Certains historiens pensent qu'elle est devenue pharaon sous un autre nom. Et si ce masque avait été réalisé pour elle, cela expliquerait parfaitement ses oreilles percées et ses traits feuilletés plus doux. Pendant des décennies, cette question a alimenté un vif débat en archéologie égyptienne. L'artefact le plus célèbre au monde a-t-il été spécialement conçu pour Toutankhamon ou s'agissait-il d'un objet de seconde main? Mais cela n'est resté qu'une hypothèse. Puis la technologie des rayons X est arrivée et a semblé tout résoudre, le mystère de la barbe. Pendant la majeure partie du 20e siècle, la théorie de Néfertiti était un sujet passionnant, mais impossible à prouver. Il aurait fallu endommager le masque pour la vérifier, et personne n'était prêt à laisser cela se produire. Le masque reposait donc en sécurité derrière une vitre au musée égyptien du Caire, sous le regard de millions de visiteurs chaque année, gardant ses secrets. Puis, en 2014, un événement tragique s'est produit. Lors d'un nettoyage de routine, quelqu'un a accidentellement cassé la longue barbe tressée du masque. Ce n'était pas un simple ornement, c'était un symbole de pouvoir divin. Les employés du musée ont paniqué. Au lieu de faire appel à des experts en restauration d'artefacts anciens, ils ont tenté de le faire eux-mêmes. Et ils ont utilisé la pire chose imaginable de la colle époxy. C'est ce qui est cette colle industrielle ultra résistante qu'on utilise pour réparer une canalisation qui fuit ou une pièce de voiture cassée. Ils en ont mis une épaisse couche, ont recollé la barbe et espéraient tant que personne ne s'en apercevrait. Mais tout le monde l'a remarqué et le pire était à venir. Ils ont mis de la colle partout sur le menton doré. Ce trésor avait survécu pendant plus de 300 ans sans une égratignure et il a été abîmé par une simple colle de quincaillerie. L'indignation était générale à travers le monde. Le gouvernement égyptien a dû réagir rapidement. Une enquête a été menée et une équipe des meilleurs experts mondiaux en conservation, dirigée par un spécialiste allemand nommé Christian Ekman, a été dépêchée sur place. Sa mission était de réparer les dégâts et de sauver le masque. Mais Ekman y voyait une lueur d'espoir. Pendant qu'il faisait ouvrir le masque pour réparer la barbe, il obtint enfin l'autorisation de l'étudier d'une manière inédite. Peut-être pourrait-il enfin répondre à la question de Néfertiti. Son équipe n'utilisa pas de simples rayons X, mais une technique bien plus avancée, la fluorescence XXRF. En gros, on projette des rayons X sur l'or, ce qui fait briller les atomes et permet de déterminer précisément leur composition. C'est comme lire l'empreinte digitale de l'or. Voici l'idée. Si quelqu'un avait découpé le visage de Néfertiti et en avait soudé un nouveau pour Toutankhamon, l'analyse par fluorescence X le détecterait. L'or aurait été légèrement différent. Il y aurait eu des marques de soudure de minuscules coutures, une sorte de preuve. L'équipe a passé des mois à scanner chaque centimètre du masque. Lorsque les résultats sont arrivés, tout le monde en égyptologie a poussé un immense soupir de soulagement. La réponse d'Ekman était sans équivoque. Le masque n'avait jamais été altéré. Tout d'abord, l'or. L'analyse XRF a confirmé la présence d'or dans la surface et dans le corps. La coiffe était parfaitement assortie. Même provenance. Cette légère différence de couleur, les gens l'ont remarqué. Simple effet de la lumière ou choix artistique de son créateur. Deuxièmement, le nom. Les hiéroglyphes qui formaient le nom de Toutankhamon étaient originaux.
Aucun signe d'effacement ou de dissimulation d'un autre nom. Mais la preuve la plus convaincante résidait dans les ornements en verre bleu. Ekman a attiré mon attention sur les délicates rayures bleues autour des yeux et sur la coiffe. Là, elles sont faites de verre fragile qui se fissureraient ou fondraient instantanément sous l'effet de la chaleur extrême nécessaire à la soudure. On parle de température supérieure à un 500 degrés Celsius. Or, le verre était absolument parfait. Pas une seule fissure. La conclusion semblait évidente. Le masque avait été réalisé d'une seule pièce, spécialement pour le roi Toutankhamon. Et ses oreilles percées. Ekman a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un simple choix stylistique, ou peut-être d'un clin d'œil à l'époque où Toutankhamon portait des boucles d'oreilles enfants. En somme, la science avait résolu le mystère. La théorie de Néfertiti était définitivement abandonnée. Les artisans égyptiens étaient tout simplement exceptionnels. Ils avaient bel et bien réalisé ce chef-d'œuvre incroyable de 10 kg en seulement 70 jours. L'équipe d'Ekman a soigneusement retiré toute la colle de mauvaise qualité. Puis, comme une magnifique finition, ils ont recollé la barbe avec de la cire d'abeille. La même colle naturelle que les anciens Égyptiens utilisaient il y a des milliers d'années. Le masque était de nouveau intact. Affaire classée. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait jusqu'à ce qu'une technologie révolutionnaire vienne tout chambouler. Une nouvelle façon de voir suite au rapport d'Ekman. C'en était fini. Le débat était clos. Les guides touristiques racontaient l'histoire. Les livres d'histoire l'ont mentionné. Des documentaires l'ont présenté. La version officielle était « Ce masque a été fabriqué à 100% pour Toutankhamon ». Mais certains chercheurs restaient persuadés que quelque chose clochait. Un petit groupe de physiciens et d'égyptologues revenait sans cesse aux mêmes questions, la chronologie incroyablement courte. La minuscule tombe, tous ces objets recyclés et surtout ses oreilles percées. L'explication d'Ekman, selon laquelle il s'agissait simplement d'un style, paraissait peu convaincante, comme une pièce de puzzle qui ne s'emboîte pas parfaitement. Le problème ne résidait pas dans le travail d'Ekman, mais dans ses outils. Les rayons X et les scanners XRF sont pourtant extraordinaires. Ne vous méprenez pas. Ces appareils sont excellents pour distinguer les différents matériaux et repérer les fissures. Mais que se passerait-il si les artisans de l'Antiquité étaient plus ingénieux que nos machines? Et s'ils avaient bouché ces trous d'oreilles avec de l'or provenant du même lot? Et s'ils avaient martelé le nom original à plat, puis en avaient gravé un nouveau sans ajouter de métal? Et s'ils avaient assemblé le visage avec une telle précision que la jointure ne mesurait que quelques atomes de large? Les rayons X ne verraient qu'une seule pièce. Ils sont incapables de retracer l'histoire du métal. Ils ne peuvent même pas voir si une partie a été chauffée et travaillée à plusieurs reprises, tandis qu'une autre s'est restée intacte. Pour observer ce genre de détails, il faudrait un appareil bien plus puissant. Et devinez quoi, cette technologie venait d'être inventée. On l'appelle imagerie par résonance quantique ou QR. Voici une version simplifiée. Au lieu de simplement prendre une photo, l'appareil projette de minuscules particules quantiques sur un objet. Ces particules rebondissent sur les atomes, un par un, à la manière d'un sonar, et reviennent chargées d'informations. En analysant ces échos, la machine construit une carte 3D qui révèle non seulement la nature du matériau, mais aussi toute son histoire, le nombre de fois où il a été chauffé, refroidi, martelé, etc. En théorie, cet appareil pourrait détecter une fissure de quelques atomes d'épaisseur seulement. Une équipe secrète, financée par une université privée et baptisée Projet Osiris, obtint l'autorisation du gouvernement égyptien pour effectuer un nouveau scan. Il ne s'agissait que d'un test. Ils ne s'attendaient pas à découvrir quoi que ce soit d'important. Leur seul objectif était de prouver l'efficacité de leur nouvelle machine, pourtant coûteuse. Fin 2024, après la fermeture du Grand Musée égyptien, l'équipe y installa son imposant scanner QRI. Et le pointèrent vers le masque et le laissèrent fonctionner pendant des heures. Seul le léger bourdonnement de la machine qui scannait l'or, couche atomique par couche, se faisait entendre.
Le chef d'équipe observait le flux de données sur l'écran de son ordinateur portable. La plupart correspondaient aux découvertes d'Ekman. Puis le scanner se concentra sur le Cortu. La forme ovale portant le nom de toutes. De nouvelles images commencèrent à apparaître. Le chef d'équipe laissa tomber sa tasse de café. La vérité éclata. Le scan quantique ne se contenta pas de contredire les résultats des SUT des rayons X. Il les anéantit complètement. L'équipe du projet Osiris, les yeux rivés sur leurs écrans, réalisa qu'elle était la première en 300 ans à voir ce qui s'était réellement passé. L'égyptologie allait être bouleversée. Première découverte, le visage. L'analyse quantique a révélé ce que l'équipe a appelé des traces thermiques résiduelles tout autour de la jonction entre le visage et la coiffe. C'est un signe évident que l'or à cet endroit précis avait été chauffé à une température différente du reste de la coiffe. Christian Ekman avait raison, soudé par l'avant aurait fissuré le verre. Mais les artisans de l'Antiquité ne soudaient pas par l'avant. Ils le fixaient par l'arrière grâce à une ingénieuse méthode de chauffage qui préservait l'aspect impeccable de la face avant. Les rayons X n'ont absolument rien révélé, mais le scan quantique l'a mis en évidence. Le visage avait été découpé et remplacé. Deuxième découverte, les oreilles. Celle-ci était encore plus stupéfiante. Les rayons X ont révélé la présence d'or massif. L'analyse quantique a mis en évidence deux bouchons cylindriques parfaits. Les anciens artisans avaient rempli ces trous percés avec des tiges d'or provenant du même lot. Ils les ont ensuite martelés et polis si parfaitement qu'aucune jointure n'était visible. Pourtant, le scan quantique a révélé d'infimes différences dans la disposition des grains du métal. Les oreilles avaient bel et bien été bouchées. Troisième découverte, le nom. Celle-ci, qui a fait sensation dans toute l'équipe, a provoqué un véritable choc. Les rayons X n'ont révélé que le nom de Tutankhamun, mais le scan quantique a permis d'aller plus loin et a fait une découverte incroyable. L'or où le nom était dégravé avait été martelé, aplati et gratté d'une manière que le reste du masque n'avait pas subi. Les hiéroglyphes originaux avaient été complètement détruits. Et voici le plus étonnant. Le scanner quantique pouvait accomplir quelque chose d'inattendu. En cartographiant les traces microscopiques laissées par la gravure originale, tels les fantômes de la première inscription, l'ordinateur pouvait reconstituer ce qui s'y trouvait autrefois. L'équipe lança le programme. Lentement, d'anciens hiéroglyphes apparurent à l'écran. Ce n'était pas Tutankhamun. Le nom était Neferneferuatan. C'était la preuve irréfutable. Neferneferuatan est le nom de trône que les historiens pensent que la reine Néfertiti a utilisé lorsqu'elle est devenue pharaon. La théorie de Néfertiti n'était plus seulement vraie, elle était prouvée. L'analyse quantique a révélé toute l'histoire. Lorsque le roi Toutankhamon est mort subitement, aucun masque n'était prêt. Son successeur, un homme puissant nommé A, s'est probablement approprié le somptueux tombeau qui aurait dû accueillir le roi. Paniqués par le délai de 70 jours, les prêtres s'emparèrent du masque funéraire de la pharaone précédente Néfertiti. Ils travaillèrent vite. Ils bouchèrent ses oreilles, ses oreilles épercées. Ils créèrent un nouveau visage à l'effigie du jeune roi. Ils découpèrent soigneusement le visage de Néfertiti et y fixèrent celui de Touts par derrière. Enfin, ils martelèrent son nom jusqu'à ce qu'il soit parfaitement plat et ygèrent le sien. Aujourd'hui, le masque est exposé dans un musée où des millions de personnes l'admirent chaque année. Mais désormais, nous connaissons la véritable histoire. On peut se demander quels autres mystères que nous pensions avoir résolus, attendant simplement la technologie adéquate pour révéler la vérité. Que pensez-vous de cette découverte? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres secrets incroyables.